Bonsoir mesdames et messieurs, très ravi de vous accueillir dans cette nouvelle édition de 22h. Voici les principaux titres. Le travaux du plan national des ripostes contre le paludisme s'est clôturé hier à l'hôtel Kempinski. Dans l'actualité internationale, Boko Haram poursuit ses attaques meurtrières contre les populations du nord du Cameroun. C'était les titres, bienvenue à tous. Les travaux sur le plan national de riposte contre le paludisme se sont clôturés hier à l'hôtel Kempinski. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Santé, Mme Mohamed Ouarsama Diriye, organisée en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et le programme des Nations unies pour le développement. De nombreux experts nationaux et internationaux ont été mobilisés 5 jours pour trouver des solutions afin de lutter efficacement le paludisme à Djibouti. A noter également la présence de la maire de Djibouti, Mme Fatouma Awale Osman, et la participation de plusieurs partenaires à l'image de l'OIM, l'UNICEF et le HCR qui ont pris part à cet exercice essentiel. C'est à travers une approche inclusive et participative que cet atelier de réflexion et de concertation scientifique a mobilisé tous les praticiens issus des structures publiques, parapubliques et privées afin d'élaborer une documentation actualisée de référence nationale sur la lutte multiforme contre le paludisme à Djibouti. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Diriye, a salué l'engagement de l'ensemble des partenaires du secteur de santé pour les efforts et leur mobilisation dans l'accompagnement de cette riposte nationale. Écoutons les propos du ministre de la Santé. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends pour la première fois la parole en ma qualité de ministre de la Santé. Permettez-moi donc, à l'entame de mon propos, d'exprimer ma profonde gratitude et reconnaissance à l'endroit du président de la République, chef de gouvernement, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, pour la haute marque de confiance dont il m'a honoré en me confiant un département au cœur de ses aspirations et ambitions pour le bien-être de la population djiboutienne. La première priorité à laquelle je me suis assujetti le jour même de ma prise de fonction au ministère de la Santé est celle de la riposte à l'épidémie de paludisme qui demeure une préoccupation majeure de santé publique dans notre pays. C'est donc dans ce contexte particulier que se tenue la revue de performance du programme de lutte contre le paludisme. Les principales recommandations ici de cette revue s'articulent autour de l'actualisation des lignes directrices en matière de traitement, la couverture universelle. Pour ce qui est de la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides, la pulvérisation intra-domiciliaire d'insecticides et enfin la sensibilisation, l'information, l'éducation et la communication. Mesdames, Messieurs, distingués invités, notre détermination dans ce combat au service de la santé de nos concitoyens est totale. Et ce combat, nous allons le gagner, Inch'Allah, ensemble. Sur ce, je déclare clos l'exercice de revue des performances des programmes de lutte contre le paludisme. Et en termes de cette cérémonie de clôture, le représentant des organismes onusiens ainsi que les différents partenaires techniques embarrassés avec le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama, ont élaboré une aide de mémoire de la revue du programme de lutte contre le paludisme à Djibouti. Cette aide mémoire regroupe l'ensemble de lignes directrices qui ont été actualisées sur le traitement, la couverture sanitaire et la prévention en matière de lutte anti-paludistique. Écoutons à présent la réaction d'un des experts nationaux à l'issue de cet important atelier qui s'est clôturé hier au Kempinski Palace Hotel. Contre le paludisme vient dans le cadre de cette prévalence qui était un peu exagérée dans notre pays ces derniers temps. Et ça nous a permis de réviser le protocole national de traitement contre le paludisme et ça a permis de mettre en place un système
préventive qui va lutter contre les vecteurs qui sont responsables du paludisme. Et dans ce sens, beaucoup des experts étaient là, y compris nous les experts nationaux. Nous avons discuté et nous essayons d'améliorer la prise en charge du paludisme dans notre pays. Et aussi, qui est encore plus essentiel, c'est de prévenir mieux que guérir. Également dans ce journal, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Isman Ibrahim Roblé, a reçu dans son cabinet une délégation du Bureau international du travail conduite par son directeur Alexio Moussindo. La réunion consistait sur les possibilités de collaboration à court et moyen terme pour la promotion de l'agenda du travail décent à Djibouti afin de créer des synergies pour des actions complètes, conjointes, visant à promouvoir les possibilités de travail des hommes et des femmes dans le pays. Cette rencontre entre le ministre du Travail et le Bureau international du travail a permis de mieux comprendre les perspectives immédiates sur les grands défis de Djibouti sur le travail décent, notamment l'emploi, la protection sociale, le dialogue social, le droit du travail. La mission du Bureau international du travail il était composée de spécialistes de genre et de la protection sociale afin d'aborder l'appui souhaité aux institutions du travail et notamment une assistance technique pour la préparation d'un manuel sur le harcèlement sexuel sur le lieu du travail. On prit part également à la réunion le secrétaire général du ministère du Travail, M. Abdallah Ali Mohamed, et de hauts cadres du ministère. C'est au tour de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Mouna Ousmane Aden, de recevoir cette même délégation conduite par M. Alexio Moussindo. La ministre a exposé à cette occasion les grandes lignes de la stratégie nationale des protections sociales de Djibouti, actuellement en phase d'opérationnalisation, notant que cette stratégie est fondée sur un socle national de protection sociale comprenant des droits sociaux jugés prioritaires par l'ensemble des intervenants du champ social. Mme Mouna Ousmane Aden a expliqué que son ministère entend parvenir, grâce à cette stratégie, à opérer un changement qualitatif dans la lutte contre la pauvreté qui consiste à faciliter l'inclusion socio-économique des personnes en situation de la précarité et développer les opportunités de leur emploi et promouvoir les solidarités avec elles. Elle a insisté dans ces cadres sur l'intention de son département de parvenir à une évaluation chiffrée et régulière de l'impact des programmes de la stratégie sur les populations ciblées. Pour sa part, la délégation des BID a informé la ministre des possibilités d'appui que cette organisation onusienne peut apporter en termes d'appui technique, de formation et de plaidoyer. Cet appui s'adressera particulièrement à la stratégie nationale de protection sociale et à la mise en œuvre de l'économie sociale et solidaire. Les deux parties ont enfin convenu d'un canevas de programmes de travail d'avenir entre les MAS et les BID. Le réseau des associations de Randa a organisé un iftar collectif avec la population de Randa, un moment de prière et de rupture de jeûne initié par la jeunesse du village et auquel ont pris part le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, le président du conseil régional, le sous-préfet de Tadjoura et le sous-préfet de Randa. Cet événement a été apprécié par les habitants du Randa qui ont salué l'action de la jeunesse et leur volonté d'accomplir un acte de bonté et de générosité. Ce fut aussi un moment de recueillement et de joie collective. L'iftar s'est achèvé par une invocation après la prière du Maghreb. Dans la soirée, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, a convié dans son domicile les deux poètes originaires de Randa et qui sont membres du réseau de l'association de Randa. L'auteur de Saline Aboita Amoita, président du réseau des associations de Randa, a profité de l'occasion pour remercier le président de l'Assemblée et ensuite évoquer la question de la taxation des livres, tout en formulant auprès du chef de la représentation nationale son souhait de voir le jeune écrivain djiboutien exonéré des taxes afin qu'il puisse écrire et publier en route quiétude.
suivra. Je vais parler de la réalité, non pas pour parler de la réalité, mais pour aider la jeunesse à leur parler de la réalité et de leur dire qu'on doit sortir de l'assistanat, qu'on doit travailler nous-mêmes et que certains textes que nous écrivons constituent des programmes pour des projets futurs qu'ils peuvent réaliser. Du coup, Randa est un village paisible, c'est le lieu d'inspiration et je remercie également le président du conseil régional qui nous a ouvert son centre touristique qui est le Sable Blanc où l'on peut écrire à tête reposée devant la mer tranquillement. Donc merci à tous pour ce soutien. Le président de l'Assemblée a de son côté félicité les deux écrivains natifs du village et les a exhortés à écrire davantage. Le message que je voulais faire passer à travers ces deux poètes, c'est de dire donc, à notre jeunesse d'aujourd'hui de s'inspirer de ces écrits pour se prendre en charge. Nous savons aujourd'hui que la jeunesse a besoin d'orientation, a besoin d'appui et nous, en tant que politiciens, nous sommes là pour les accompagner, pour les orienter, afin que la jeunesse puisse se prendre en charge. J'aimerais que l'idée aussi, que la jeunesse présente des projets palpables pour répondre à leurs besoins. Donc, il est temps maintenant de se prendre en charge avec... il y a tellement maintenant des jeunes qui ont fait des études et le marché, comme vous le savez très bien, le marché au niveau d'emploi, tout le monde veut travailler dans l'administration. Donc aujourd'hui, la population djiboutienne s'est multipliée. La jeunesse aussi, ils sont éduqués et il faudra créer d'emplois. L'État est en train de mettre en place des politiques de création d'emplois. Mais parallèlement, il faut que la jeunesse arrive à se prendre en charge pour lutter, pour se prendre en charge et pour éventuellement vivre de ses écrits. Et nous, les politiciens et les gens qui disposent des moyens doivent acheter en fait ces ouvrages pour encourager déjà les jeunes poètes qui sont en train de commencer dans les écrits. Et c'est là les inciterait, les encouragerait à écrire davantage d'autres poèmes sur la situation d'aujourd'hui. Revenons à Djibouti. La commission des finances et de l'économie générale s'était réunie aujourd'hui sous la présidence de l'honorable député Charmarka Moussahari. Et c'est afin d'examiner les projets de loi portant approbation des comptes financiers de l'ONEAD pour l'exercice 2016. Lors de la commission, le gouvernement a été représenté par le ministre des Ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awali, qui était accompagné du directeur général de l'ONEAD et de hauts cadres du ministère. Les parlementaires ont fait part au ministre que la commission a remarqué un laisser-aller généralisé au sein des établissements publics. Et pour cette raison, ils ont dressé une liste de recommandations et c'est pour tous les établissements publics. Il s'agit entre autres d'éviter le retard et la transmission des comptes financiers, de respecter strictement la loi cadre portant définition et gestion des établissements publics, ainsi que le respect de la feuille de route tracée par le président de la République pour chaque département. En termes de la réunion, les commissaires ont émis un avis favorable et ont transmis le deux comptes financiers pour adoption lors de la session plénière publique de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur, Momin Ahmed Cheikh, a commencé hier une tournée qu'il effectuera dans les régions de l'intérieur. Première étape, Obok, une région située dans le nord du pays. Le ministre est accompagné par le secrétaire d'État à la décentralisation, Mohamed Aramis, et ses proches collaborateurs. À son arrivée, Momin Ahmed Cheikh était accueilli par le préfet de la région d'Obok, le président du conseil régional, le sous-préfet des localités avoisinant Obok, ainsi que les locales et les jeunes de la ville d'Obok. Après cet accueil chaleureux, le ministre s'est entretenu avec le préfet d'Obok, le président du conseil régional et le sous-préfet des localités de la région d'Obok. Le ministre a notamment insisté sur les missions et le devoir de servir la population aux représentants de l'État. Les locales et les chefs des villages et les localités d'Obok ont tour à tour pris la parole pour exprimer d'abord la bienvenue à la région d'Obok et dans une seconde partie fait part leur doléance au ministre de l'Intérieur. Le ministre Momin Ahmed Cheikh a pris note de toutes les doléances et il a promis d'une réponse
de répondre le plus tôt possible. Cette première prise de contact du ministre de l'Intérieur s'est soldée par un iftar collectif. Le préfet d'Obok, Hassan Dabeli Ahmed, a souhaité la bienvenue au nouveau ministre de l'Intérieur et la délégation qui l'accompagne. Le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a rappelé lors de son allocution que la visite du ministre de l'Intérieur s'inscrit suite à son nomination portefeuille de l'Intérieur. Cette première prise de contact consiste à écouter les doléances de la population de Hayou tout en essayant d'apporter des réponses dans le plus bref délai. Il a remercié la population obokoise pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation ministérielle du ministre. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Momin Ahmed Cher, a remercié la population et les autorités administratives pour l'accueil chaleureux. La rencontre a permis de se connaître et de soulever les doléances de la population. Écoutons le propos du ministre de l'Intérieur, Momin Ahmed Cher. Pris note de toutes les doléances, nous allons les étudier et ce qui est faisable, nous allons faire. Ce qui n'est pas faisable, nous allons revenir vers vous pour vous dire ça, ce n'est pas faisable. En ce qui concerne les responsables, les sous-préfets, je veux que les sous-préfets restent dans leur localité. Ils ne sont pas sous-préfets de Djibouti ni d'Obok. Il faut qu'ils restent dans les localités pour s'enquérir de la situation de leur population. S'ils ne sont pas capables de faire ça, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui sont là, il faut qu'ils cèdent la place. Et ils céderont la place. Je crois que le plus gros du problème, c'est le forage et le problème du dépannage des forages. Si nécessaire, on va faire venir le ministre en charge de l'agriculture à Obok pour qu'il trouve des solutions. Une dernière chose qui n'a pas besoin de beaucoup de moyens, quand je suis descendu du bateau, le nombre de bouteilles plastiques qui traînent sur la plage, c'est incroyable. Et ça n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. Tout le monde, si tous les Obokois se baissent et chacun ramasse ne serait-ce que 2 bouteilles avec ses 2 mains, toute la zone sera propre. Restons toujours à Obok où la caravane de la radio-télévision de Djibouti pour le Ramadan sera de passage cette semaine. Déjà, les équipes avancées sont sur place pour vous relater les différents aspects de la vie à Obok. Ce soir, nous vous proposons comment Obok a réussi à intégrer le réfugié yéménite dans la vie sociale. Voici donc le magazine préparé par la rédaction de la radio-télévision de Djibouti. Notre tournée dans les régions de l'intérieur du pays, dans le cadre de la caravane que la RTD organise pour les mois bénis des Ramadan, eh bien nous nous trouvons à Obok. Comme dit-il la semaine dernière, vous suivrez ce jeudi soir à partir d'Obok et en direct la prière de Tarawih, des jeux religieux et surtout des rasaïd consacrés à ces mois bénis. En attendant, notre équipe des reportages sur place ici depuis hier vous fera vivre donc les faits marquants de cette région, que ce soit des faits historiques, économiques ou encore sociaux. Eh bien, hier, nous sommes rendus dans les camps Markazi, parmi donc, les réfugiés yéménites installés ici depuis 2015 pour voir comment ils s'intègrent. Reportage. Lorsque le conflit a éclaté au Yémen en mars 2015, des milliers de personnes ont fui les pays pour trouver refuge à Djibouti. Le pays a accueilli environ 38 000 réfugiés yéménites, dont beaucoup sont partis vers d'autres pays. À Obok, dans les camps Markazi, ils sont plus de 1000 aujourd'hui, contre près de 3000 en 2015. Leurs conditions de vie se sont améliorées avec l'implication de plusieurs pays et organisations qui ont non seulement augmenté la dotation en alimentation et octroyé 300 maisons préfabriquées, climatisées, mais aussi l'éducation des enfants et la formation professionnelle, notamment l'apprentissage en informatique, pour ne citer que cela. Des efforts qui ont facilité l'intégration des réfugiés yéménites parmi la population obokoise. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux se sont lancés dans des activités commerciales, aux côtés des Obokois, animant ainsi la vie économique de la région. Ils sont actifs particulièrement dans le secteur de l'alimentation, comme ici, où Yéménites et Obokois se croisent quotidiennement au point que personne ne fait la différence, tellement la cohésion est importante, comme ils nous le confirment tous.
Les commerces vont bien. Tout va bien et particulièrement pendant le mois de Ramadan. On consomme beaucoup de fruits en cette période. Ça fait déjà des ans que j'exerce et ça se passe bien avec les Obokois. Ce sont des gens bien, nous travaillons ensemble. Nous trouvons tous en ce moment, mais on a l'impression que le prix est légèrement élevé. Les Iroquois et les Yéménites travaillent bien ensemble. Les relations sont bonnes, c'est pour cela qu'on remarque autant l'intégration. Cette intégration a permis de favoriser le partage des savoirs et d'expériences. Depuis, des nouvelles boutiques ont fait leur apparition. Les Obokois se sont lancés dans la vente d'articles qui nécessitaient jusqu'à là le déplacement vers la capitale. Pour les vice-présidents du conseil régional, cette intégration n'est pas uniquement les fruits de leur présence en nombre dans la ville, mais résulte bien aussi des liens historiques et géographiques entre la région d'Obok et le Yémen. Les Yéménites sont parmi nous depuis 2015. Nous vivions ensemble. Nous ne les considérons plus comme des réfugiés. Le commerce existait dans notre région, mais avec eux, nous avons franchi un pas parce que nous avons appris d'eux comme ils ont appris de nous. Le fait qu'ils soient parfaitement intégrés leur a permis de progresser et par conséquent, nous sommes aussi allés de l'avant. La République de Djibouti a toujours été une terre d'accueil et dispose dans ce sens une expérience dans l'accueil des réfugiés. Ainsi, les relations de confiance et de fraternité entre Yéménites et Obokois est le résultat de cette longue expérience. C'était un reportage de Abdurrahman Shibashi. Le nouveau ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdon, a poursuivi ce matin sa tournée de prise de contact avec les différents services et départements sous tutelle. Cette fois-ci, le ministre s'est rendu à la poste de Djibouti. Il est accompagné par son secrétaire général et le haut cadre de son département. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdon, a été accueilli dès son arrivée au sein de la maison du citoyen par le directeur général Bahnan Ali Meidel, le responsable de la poste de Djibouti ainsi que l'ensemble des employés. Après l'accueil chaleureux, le ministre a commencé sa visite en compagnie du directeur de la poste de Djibouti. Le directeur Bahnan Ali Meidel a fourni au ministre de la Communication toutes les explications nécessaires de la poste de Djibouti qui offre aux Djiboutiens un service de qualité rapide et sécurisé. Le ministre a par la suite poursuivi sa visite en se rendant au bureau de Djib Call Center qui se trouve au sein même de la poste de Djibouti. Djib Call Center qui est un partenaire de la poste de Djibouti. Une visite qui s'est achevée par une réunion du nouveau ministre avec le directeur général Bahnan Ali Meidel et ses collaborateurs. Rappelons que demain, le ministre visitera l'imprimerie nationale. Le ministre de l'Équipement et du Transport, Moussa Mohamed Ahmed, poursuit également sa tournée de prise de contact dans les établissements publics sous sa tutelle et s'est rendu ce matin au laboratoire central des bâtiments et des équipements. Accompagné par son secrétaire général, Saïd Nouh, et de ses conseillers techniques, le ministre a été accueilli par la directrice générale du laboratoire central des bâtiments et des équipements, Madame Rahma Ahmed Moussa, et de l'ensemble de son staff qui lui ont réservé un accueil chaleureux pour lui souhaiter la bienvenue. Le ministre a fait le tour du laboratoire et a pu observer les différentes salles de contrôle de matériaux de construction à Djibouti. Enfin, le ministre de l'Équipement et du Transport, Moussa Mohamed Ahmed, a promis l'insistance et le renforcement en termes de capacité et de compétences pour ainsi développer les interventions du laboratoire à Djibouti.
La directrice du laboratoire, Mme Rahma Ahmed Moussa, a soulevé les défis majeurs auxquels elle doit faire face dans l'accomplissement de ses missions. Écoutons-le. Nous avons reçu dans l'enceinte du laboratoire le ministre, notre nouveau ministre, son Excellence M. Moussa Mohamed Ahmed, avec qui nous avons procédé à une visite des lieux. On lui a présenté notre jeune équipe dont on dispose. On dispose d'une équipe dynamique, de nouveaux appareils high-tech. On lui a fait une visite qu'on a commencé par la salle de réunion, via une projection de la présentation du laboratoire. On a enchaîné avec le laboratoire dans les différents ateliers que possède le laboratoire. Nous avons fini par la présentation de l'acquisition de la sondeuse depuis l'année 2018 qui fait un travail de sondage jusqu'à des profondeurs de 50 mètres, donc qui participe énormément dans les chantiers de grande envergure qui sont actuellement en cours à Djibouti dans le cadre d'embellissement de la ville. Donc on essaie de participer et d'être aux côtés des entreprises étrangères, locales, des particuliers qui construisent des villas, des experts qui nous approchent également pour profiter de notre expertise et dont on fait également le contrôle et le suivi de la qualité des travaux qu'ils exécutent à Djibouti. On construit à Djibouti, il y a énormément un essor de la construction, donc également proposer aux Djiboutiens des matériaux de bonne qualité afin que leurs villas et leurs projets pérennisent. Toujours dans le cadre des prises de contact des nouveaux ministres, cette fois-ci, c'est le nouveau ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Ismaël Ibrahim Roblé, qui a poursuivi sa tournée de prise de contact de différentes directions et établissements publics relevant de son département ministériel. Accompagné par ses proches collaborateurs, notamment le secrétaire général et le conseiller technique, le ministre a commencé sa deuxième journée de visite ce matin. Par l'ANIFIP, il a été accueilli par le directeur général de l'ANIFIP, qui lui a présenté les personnels de différents services de l'établissement après une visite de différents bureaux. Le ministre a eu une réunion avec le directeur général et les autres responsables de l'ANIFIP, durant laquelle il a précisé qu'il faut renforcer les activités de cet établissement, particulièrement l'insertion de jeunes à l'emploi, car il s'agit d'un volet important de la politique nationale de l'emploi. Le ministre a également souligné que l'ANIFIP est le poumon de son département ministériel. Ensuite, le ministre Ismaël Ibrahim Roblé s'est rendu à la direction de l'inspection générale du travail et des lois sociales. L'inspectrice générale par intérim a accueilli le ministre et sa délégation. Elle a exposé le rôle et les missions ainsi que la situation actuelle de sa direction. Enfin, le ministre et sa délégation ont clôturé leurs activités de prise de contact par la visite de l'INAP. Le directeur général de l'INAP, Charmark Idriss Ali, a souhaité la bienvenue au ministre et lui a fait une visite guidée de l'établissement. À cette occasion, le ministre a eu l'opportunité de visiter les chantiers de nouveaux bâtiments qui doivent héberger l'ANIFIP, l'INAP et une partie des services du ministère. La visite s'est achevée dans la salle de conférence où le directeur de l'INAP a présenté les bilans des activités de l'Institut, qui est un acteur majeur de la réforme de l'administration, ainsi que les nombreux défis mis en perspective en matière de perfectionnement des agents de l'État. Dans le reste de l'actualité, les équipes des patrouilles de garde-côte djiboutiens ont porté une opération d'assistance et de sauvetage à une embarcation yéménite type Galba, surchargée transportant 120 candidats à l'immigration clandestine d'origine éthiopienne, somalienne, érythréenne. C'était hier soir au large de Kodoria. Le très mauvais temps météorologique et les surcharges ont mis en risque et en détresse l'embarcation. Le garde-côte ont dû transférer une partie des migrants vers le patrouilleur de l'Institut afin d'éviter un drame en pleine mer. Une assistance humanitaire en eau et nourriture leur a été fournie avant d'être transférés vers le centre de transit de Nagad en vue d'un rapatriement vers leur pays d'origine. 2 passeurs d'origine yéménite ont été interceptés lors de cette opération et ont été confiés à la brigade de recherche des investigations des affaires judiciaires
de garde-côtes pour qu'ils soient poursuivis devant la justice. La direction de CDC a procédé au lancement officiel du concours de récitation du Saint-Coran et de 99 noms d'Allah, ainsi que le jeu question sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en présence du chef du service du suivi de CDC, Ahmed Ali Ahmed. Ces concours qui sont destinés aux jeunes de 10 à 15 ans s'inscrivent dans le cadre de la promotion et de l'épanouissement de la jeunesse mise en place par le département de la jeunesse. Ces activités visent à encourager la jeunesse à mémoriser la parole divine afin qu'ils apprécient à sa juste valeur leur religion, à savoir l'islam. Après une première phase intra-CDC où le jury sélectionnera les 3 premiers de chaque concours, on procédera à la phase inter-CDC et les 3 meilleurs seront honorés par des récompenses pendant la célébration de la nuit du destin, le 27 du Ramadan, qui commémore la révélation du Coran à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mois béni de Ramadan, la direction de CDC a procédé ce soir au lancement des concours de lecture du Saint-Coran et des 99 noms d'Allah, ainsi que le jeu de questions sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Ces concours s'inscrivent dans le cadre de la promotion et de l'épanouissement de la jeunesse, mise en place par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, conformément à la politique éclairée du président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Et ces activités que nous venons de lancer vont continuer durant les 3 premières semaines de Ramadan, à l'issue de laquelle les vainqueurs se verront attribuer des récompenses précieuses. Page nécrologie à présent. Nous avons le regret de vous annoncer le décès du feu Zeynep Farah Wabar, décédé hier à l'hôpital général Pelletier. La défunte était la sœur de la grande artiste djiboutienne, notre diva Amina Farah Wabar. Elle s'est éteinte à l'âge de 45 ans et était commerçante de fonction. La direction générale et le personnel de la radio-télévision de Djibouti présentent ses condoléances à la famille de la défunte. Que le Très-Haut l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Je vous le disais en titre, de membres présumés du groupe djihadiste nigérian Boko Haram ont attaqué à la ville de Gozi dans l'extrême nord du Cameroun, incendiant des dizaines de maisons et une église. Les hommes armés ont incendié 60 maisons et 11 commerces ainsi qu'une église selon un décompte des autorités locales. Depuis son apparition en 2009 dans le nord-est du Nigeria, l'insurrection de Boko Haram et sa répression par l'armée ont provoqué la mort d'au moins 27 000 personnes et le déplacement d'environ 1,8 million de personnes qui ne peuvent plus regagner leur foyer. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.